Quel plaisir de vous retrouver pour notre tout premier webinaire de l'année. Je suis Kossi Balao, le directeur du Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales du Centre international pour les journalistes ICFJ basé à Washington. Je suis heureux d'être avec vous, je suis heureux d'être de retour avec vous pour animer encore cette année des séries de webinaires, de formations gratuites, d'ateliers en ligne, de rencontres et de débats autour du journalisme et sur des thèmes qui font avancer la profession. Merci à ceux qui s'inscrivent chaque semaine pour participer à nos différentes sessions et à ceux et celles qui suivent la transmission en direct dans le groupe privé du forum sur Facebook. Soyez les bienvenus. C'est peut-être tard, mais je voudrais vous rassurer de notre inébranlable soutien pour un journalisme de qualité. À peine avions-nous commencé l'année que fusent, sans que l'on s'y attende, des mauvaises nouvelles pour le journalisme. Non, il ne s'agit pas de l'éternelle question de précarité. Il s'agit d'une situation plus dangereuse. Les journalistes continuent d'être tués d'une manière horrible et abjecte. On cherche à les faire taire et à les réduire au silence. Le dernier cas dont le souvenir est encore prégnant et vif dans les mémoires est celui du journaliste camerounais Martinez Zogo, directeur de la radio privée Amplitude FM, qui a été kidnappé le 17 janvier et dont le corps a été retrouvé 5 jours plus tard, nu, sans vie, mutilé, portant des traces de sévices et en état de décomposition. Peu avant lui, le 18 janvier, le journaliste rwandais John William Nwali meurt lui aussi dans des circonstances suspectes selon Human Rights Watch. Pourquoi les journalistes continuent-ils d'être tués, d'être pris pour cible et d'être considérés comme des ennemis? Que faut-il faire pour que cessent ces attaques contre la liberté d'informer? Alors, faut-il craindre le pire en cette année au cours de laquelle on n'a encore plus besoin des journalistes? La situation changera-t-elle? La protection des journalistes continuera-t-elle d'être menacée? Eh bien, pour en discuter, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir ce jeudi Pauline Aldès-Mevel. Elle est la rédactrice en chef et porte-parole de Reporters sans frontières. C'est une organisation qui œuvre en faveur de la défense et de la protection des journalistes, une organisation qui recense et documente les atteintes à la liberté de la presse dans le monde et une organisation qui a aussi lancé un appel pour que justice soit faite pour Martinez Zogo. Bonjour Madame Aldès-Mevel et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour, et merci de me donner la possibilité d'exprimer le point de vue de RSF. C'est important, il y a une énorme actualité en ce moment, une grosse actualité africaine. On va en parler pendant l'heure qui vient. On en parle justement, Madame Aldès-Mevel. On vient à peine de sortir d'une année qui a été la plus meurtrière pour les journalistes. Et là, on apprend encore cette affreuse nouvelle. Vous l'avez aussi appris, l'assassinat du directeur de la radio privée Amplitude FM, le journaliste Martinez Zogo, dont le corps a été retrouvé mort a été retrouvé le 22 janvier dans la périphérie de Yaoundé, 5 jours après son enlèvement. C'est une nouvelle triste et inquiétante pour le journalisme. Et ça fait peur. Selon vous, comment en est-on arrivé à ce stade où on tue de plus en plus des journalistes qui ne font que leur travail? Vous avez raison de vous poser la question parce que c'est vrai que le Cameroun n'est pas nécessairement l'État le plus dangereux en Afrique. C'est aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est extrêmement inquiétant. C'est un journaliste dont on a su qu'il avait été enlevé. Et puis, quelques jours après, on a retrouvé son corps mutilé, comme vous le disiez. Tout indique que c'est un meurtre, et ça, c'est un grave coup porté à la démocratie et à la liberté de la presse. C'est une exaction qui est commise contre un journaliste qui faisait son travail. Ce qui est grave, c'est que la situation au Cameroun se détériore, et ce qui s'est passé, ce drame, justement, témoigne de cette détérioration. Samuel Ouazizi, un autre journaliste, est mort en détention il y a 2 ans, après avoir été accusé de terrorisme par les autorités. Mais ce n'est pas tout. Un autre journaliste aujourd'hui vit terré chez lui, Paul Chouta. Il a vécu une agression. Il a été laissé pour mort au mois de mars dernier, après avoir été tabassé par des personnes non identifiées dans une voiture qui l'ont agressé. Et c'est aujourd'hui, pour lui,
une situation épouvantable parce qu'il a déposé plainte sans qu'il n'y ait de résultat. Et finalement, il se dit qui est le prochain sur la liste. Quand il est allé identifier le corps de son confrère le 22 janvier, il affirme qu'il a été suivi par un véhicule. Il a partagé sa peur d'être la prochaine victime dans un poste. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, Reporters sans frontières? On demande des protections policières. Là, c'est urgent. On a adressé un appel aux autorités camerounaises pour qu'elles mènent une enquête indépendante, une enquête ouverte et qu'elles mettent un terme au climat de violence qui se détériore absolument pour les professionnels des médias dans le pays. On va en parler dans les minutes qui viennent, mais la situation au Cameroun, c'est une situation dans un pays d'Afrique. Malheureusement, il y a d'autres pays d'Afrique qui sont touchés actuellement. On a évoqué le Rwanda et cette situation aujourd'hui, on le voit, a un effet dissuasif sur les autres journalistes parce que, bien sûr, ce climat de peur va conduire des journalistes à s'auto-censurer et à cesser leur investigation et surtout leur critique quand ils critiquent les autorités. Pour le cas de Martinez Zogo, avez-vous espoir que votre appel sera entendu et que les commanditaires de ce meurtre répondront de leur acte devant la justice? Vous avez sur le site de RCF, il y a un article qui appelle justement les autorités camerounaises à faire toute la lumière sur l'assassinat de ce journaliste et aussi à protéger les journalistes qui exercent dans le pays. Est-ce que vous avez espoir que votre appel sera entendu? On a espoir. D'une part, à RSF, on a coutume de dire qu'on est le caillou dans la chaussure. Donc, on dérange et on va gêner jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats. C'est important que les autorités entendent que Reporters sans frontières ne laissera pas la situation en l'état parce que tout simplement, ça fait partie de nos missions. Lutter contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes, c'est notre mandat, c'est notre ADN et c'est ce qu'on fait tout au long de l'année. Et c'est justement avec ces actions qu'on mène, ce contentieux, ces attaques, ces poursuites devant la justice et puis ces appels aux autorités qu'on arrive à obtenir parfois des résultats, on le verra tout à l'heure. Donc oui, on a espoir. Là, dans l'immédiat, il y a une situation d'urgence pour un autre journaliste et puis pour tous ceux qui pourraient se sentir menacés, on demande que les autorités apportent une protection policière. Donc ça, c'est très important. Et surtout, il va falloir effectivement faire la lumière sur ce qui s'est passé. Ce crime odieux a été commis et dévoilé finalement quelques jours après la disparition du journaliste. C'est vraiment très important qu'on sache et qu'on comprenne qui sont les commanditaires, pas seulement les exécutants, et qu'on sache ce qui s'est passé. Pour les nombreux confrères qui nous suivent actuellement et qui aussi vous ont entendu dire c'est une vérité, c'est une réalité que quand les journalistes sont assassinés de cette manière-là, ceux qui continuent d'exercer exercent contre eux-mêmes une forme d'autocensure. Ils ont peur d'ouvrir, de prendre la parole, de pouvoir encore continuer à mener certains types d'investigations. Mais aujourd'hui, Madame Adès Merveille, de quelle protection jouissent les journalistes qui enquêtent sur des affaires sensibles, des affaires de corruption? De quelle protection jouissent les journalistes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les protections dont ils jouissent, elles sont diverses. D'une part, il y a la parole des organisations comme la nôtre qui s'émeuvent et qui font un buzz international, qui s'adresse aux autorités locales et puis aux autorités internationales pour faire connaître ces cas. Donc, ce sont des choses qui ébranlent certains États et qui les forcent aussi à agir parce qu'on les tient pour responsables après. Et puis surtout, on les tient à l'œil. On leur dit à ces États que ces journalistes ne peuvent pas, ils ne peuvent pas être traités comme ils le sont et qu'il faut qu'ils puissent exercer leur profession, faire leur travail dans des conditions normales. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a effectivement cette lutte contre l'impunité. Le 2 novembre 2022, comme chaque année, nous avons célébré cette journée de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. C'est un moment où on doit se remémorer tous ceux qui sont morts dans l'exercice de leur profession et c'est aussi un moment où on envoie un signe à tous ceux, les familles, les collègues, tous ceux qui ont connu ces journalistes, on leur explique, voilà, c'est pas parce que tel journaliste est mort que les choses s'arrêtent. Nous,
on est là, derrière, avec les autres organisations, pour essayer de faire la lumière sur ces crimes et puis de faire en sorte que les criminels, et je répète, c'est les exécutants, mais ce sont aussi les commanditaires, soient sanctionnés, traduits devant la justice pour qu'ils puissent répondre de leurs crimes. Cette année, on a lancé un appel avec une dizaine de procureurs pour que ces procureurs appellent les autres procureurs des pays où la situation est dangereuse, pour que ces autres procureurs puissent œuvrer et se sentent soutenus. Parce que quand on voit qu'il y a des procureurs qui ont la possibilité de lancer des enquêtes et de traduire certains auteurs de crimes devant la justice, il est important qu'ailleurs, les autres procureurs sachent qu'ils peuvent le faire également. Et ce n'est pas forcément évident quand on n'est pas dans une démocratie, ou quand on est dans une démocratie qui n'emporte plus que le nom, mais dont la situation n'est plus du tout démocratique, eh bien, même pour un magistrat, on a peur. Donc, ça, c'est un appel qu'on a lancé. Bien sûr, il y a aussi les appels aux instances internationales. Vous savez que Reporters sans frontières a, depuis 2015, lancé des appels et essayer de faire en sorte que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'heure actuelle, puisse créer un poste, un mandat de représentant spécial pour la sécurité des journalistes, comme un représentant qu'on puisse alerter en cas de situation dangereuse. Donc, ce sont le type de choses qu'on fait. Parce qu'il faut regarder la situation dans son ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit une situation qui se dégrade totalement. Non seulement on a fait état d'un nombre de journalistes emprisonnés extrêmement élevé en 2022, mais surtout on a produit des chiffres, et les chiffres sont extrêmement alarmants. Il y a eu 1668 journalistes qui ont été tués dans le monde, soit environ 80 par an, entre 2003 et 2022. C'est une moyenne qui est extrêmement élevée. On est à près de 1700 journalistes, avec des pays qui commencent à prendre toujours la première place, ce qui nous préoccupe, des pays qui sont en paix, des pays où on ne peut plus enquêter, les Philippines, le Mexique, qui est le pays le plus dangereux aujourd'hui, le Pakistan, l'Afghanistan, la Somalie, qui représentent 95% des décès. Donc, des chiffres en hausse: 58 journalistes tués en 2022, c'est-à-dire 7 de plus que l'année précédente. C'est beaucoup. On avait connu une baisse les années précédentes. Et puis surtout, donc, ce chiffre faramineux, 1668 journalistes tués dans le monde. Ces 20 dernières années, ça donne le tournis. C'est dramatique, c'est dramatique, Madame Adesmeve, ce chiffre. Et j'ai envie de vous poser la question: que devrait faire un journaliste qui se sent en danger, comme peut-être dans le cas de Martinez? Que devrait faire un journaliste qui se sait poursuivi en voiture par des personnes malveillantes? Doit-il s'arrêter, crier au secours, déclencher une alarme? Auriez-vous des conseils à partager? Alors, il y a des conseils à partager selon les pays. Il y a des situations extrêmement différentes, mais il est évident que ces journalistes, on le voit par exemple au Mexique très souvent, ils nous ont avertis, ça a été le cas aussi au Cameroun, puisque Martinez avait lancé un appel quelques jours auparavant. En tout cas, il avait fait part du fait qu'il se sentait menacé. Alors oui, il faut essayer d'alerter effectivement les organisations internationales. Il faut essayer de se protéger le plus possible. C'est pas toujours possible. Dans certains États, on privilégie aussi l'utilisation de techniques numériques. Vous savez qu'on dispense des formations pour l'utilisation, des formations numériques, pour l'utilisation par exemple du VPN, pour ne pas être repéré, pour permettre à des journalistes de travailler sans qu'on puisse identifier leur ordinateur et le lieu où ils travaillent et ce qu'ils font sur leur ordinateur.
Donc, il y a plusieurs possibilités. Et puis, il y a aussi, et on le fait dans certains États, on demande des protections parce que justement, on interpelle les États en leur disant, ben voilà, il y a aujourd'hui des situations qui sont trop graves et vous devez absolument prendre en charge ces journalistes ou en tout cas veiller à ce qu'ils soient protégés. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le continent sud-américain, le continent américain dans son ensemble, puisqu'il y a le Mexique, mais aussi le Brésil, la Colombie, Haïti, le Honduras, qui s'avère le plus dangereux pour les médias et les journalistes. L'Irak, la Syrie, bien sûr, restent des pays où c'est extrêmement dangereux, mais ce ne sont plus. Le Mexique est désormais en tête, qui fait du continent américain, c'est surprenant, le continent le plus dangereux. Donc, c'est des situations qui sont critiques un peu partout et pas forcément en Afrique où on sait que c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, Reporters sans frontières a fait différentes enquêtes, mais les mafias sont extrêmement présentes, les réseaux criminels, les réseaux mafieux, tout ce qui est corrompu et que les journalistes cherchent à révéler. Toutes ces pieuvres que les journalistes cherchent à mettre en lumière ont enfin, en tout cas, opèrent des représailles contre ces journalistes et ça crée des situations absolument terribles, comme on le voit aux Philippines et au Mexique, où on a quasiment une dizaine de journalistes tués chaque année pour leurs enquêtes. Le thème de cette session, c'est bien sûr la protection des journalistes sera-t-elle menacée en 2023? Est-ce que vous auriez peut-être une présentation à nous faire dessus? Absolument. En fait, la protection des journalistes, elle passe déjà par le constat, parce que finalement, la répression contre les journalistes, ce ne sont pas seulement les assassinats. Il faut essayer de comprendre pourquoi les journalistes sont pris pour cible. Le nombre de journalistes emprisonnés dans le monde, il a atteint un nouveau record en 2022. Ils sont 533, c'est-à-dire quasiment une quarantaine de plus que l'an dernier, donc en 2021. Donc, c'est une augmentation du nombre de journalistes tués, mais aussi une augmentation du nombre de journalistes emprisonnés. Sans surprise, des pays dont on entend souvent parler, la Chine, 110 journalistes emprisonnés, la Birmanie, 62 journalistes emprisonnés, l'Iran, 47, avec une répression qui s'est fortement accrue depuis la mi-septembre et depuis le mouvement de contestation, mais aussi le Vietnam et le Bélarus. Donc, ce sont des pays qui s'illustrent dans un sombre palmarès parce qu'ils incarcèrent les professionnels des médias et on atteint des chiffres sans précédent. L'Iran était un pays qui était extrêmement difficile déjà depuis longtemps, mais alors là, on a vu une recrudescence incroyable avec une trentaine ou une quarantaine de journalistes emprisonnés. Et puis, on voit poindre des tendances et c'est ça déjà aussi qu'il faut regarder, c'est qu'aujourd'hui, les femmes emprisonnées, elles sont beaucoup plus nombreuses que les années passées. Aujourd'hui, elles sont 78. Ça représente 15% des journalistes détenus. Donc, il n'y a pas de considération à l'égard des femmes journalistes. Quand elles dérangent, on les traite de la même manière. On sait aussi qu'elles subissent peut-être des sévices beaucoup plus sérieux aussi en prison. Il y a des accusations à caractère sexuel qui posent aussi des problèmes. Mais en tout cas, les autorités ferment les yeux, emprisonnent à tour de bras. Et ça, on le voit également aujourd'hui en Russie ou au Bélarus, où à un moment, l'an dernier, en 2021, les femmes sont devenues plus nombreuses derrière les barreaux au Bélarus que les hommes. Ce qu'il faut voir également, c'est tout le type de pression en fait, qui sont exercées par soit les autorités, soit les opposants à tout ce qui est parole libre et liberté d'expression et démocratie. Par exemple, au Mexique, il y a des enlèvements. Il n'y a pas seulement ces assassinats. On pratique les enlèvements et ça a un effet extrêmement dissuasif sur les autres journalistes parce que forcément, on sait que ces mouvements, ces groupes qui enlèvent
peuvent évidemment commettre le pire. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et puis, on voit que la menace, elle est extrêmement vaste. Aujourd'hui, à Reporters sans frontières, on est occupé chaque jour, appelle une nouvelle urgence. On a vu depuis la fin décembre le cas d'un journaliste algérien qui s'appelle Issam El Kadi, qui est un directeur de médias, qui a été tout simplement interpellé et emprisonné sur des bases juridiques qui étaient très peu claires, voire complètement insignifiantes au départ, et qui est aujourd'hui derrière les barreaux, dont la situation, à 63 ans, la situation médicale n'est pas idéale, il souffre et il a besoin de soins, et on voit que l'Algérie, finalement, a incarcéré un journaliste d'un des derniers médias indépendants pour envoyer un signal très fort, c'est que finalement, après lui, il n'y aura plus de médias critiques. Donc, finalement, tous seront à la botte du pouvoir et il n'y aura plus de possibilité de critiquer le pouvoir. Donc, notre rôle à nous, c'est de faire connaître ces cas qui sont très emblématiques et sur lesquels on ne peut pas passer. On voit par exemple aujourd'hui qu'au Brésil, c'est pour vous montrer l'ampleur en fait de ces attaques contre la presse, qui est une représentante les médias qui sont des représentants de la démocratie. Au Brésil, on a vu énormément de journalistes attaqués par les partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro au début du mois de janvier. Et le gouvernement fédéral n'a pas suffisamment garanti la sécurité des journalistes. On a vu beaucoup d'agressions. Tout à l'heure, nous parlions du Rwanda et du Cameroun, mais il faut regarder la situation au Sénégal, au Burundi. Une journaliste burundaise vient d'être accusée de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Elle a écopé d'une peine de prison de 10 ans. 10 ans de prison ferme, donc l'aboutissement d'une procédure totalement inique pour cette animatrice de radio. Donc, les sanctions sont très, très lourdes. On a vu également au Burkina Faso des arrestations avec l'arrestation la semaine dernière d'une personne qui avait proféré des menaces de mort contre un journaliste. Donc, on doit mettre fin à ces paroles totalement décomplexées, à ces appels au meurtre. Et c'est extrêmement important que Reporters sans frontières, comme les autres organisations, puissent trouver des solutions. Alors, quelles sont-elles ? Je vous parlais tout à l'heure de cette action qu'on a menée avec des procureurs au mois de novembre. Il y a aussi le volet contentieux, c'est-à-dire essayer de porter plainte et de saisir la justice, comme on le fait avec la CPI ou auprès de la CPI. Par exemple, pour la journaliste Shirin Abu Akleh, la Palestinienne qui a été tuée il y a quelques mois. Donc, nous accompagnons la plainte de son média auprès de la CPI. Et puis, il y a les actions contentieuses qu'on a menées jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats dans le cadre, par exemple, du meurtre de Daphne Caruana Galizia à Malte. On a également déposé des plaintes sur l'Ukraine auprès de la CPI et le procureur général d'Ukraine, parce que 120 journalistes avaient subi des exactions, dont certaines relevaient de crimes de guerre. Je vous rappelle qu'il y a eu 8 journalistes tués depuis un an, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, ces procédures que nous menons, ce sont des moyens pour Reporters sans frontières de rendre ces cas plus visibles, de leur donner un caractère plus public, pour que la société civile comprenne ce qui se passe et s'émeuve de tout ça. Et puis surtout pour sensibiliser. Aujourd'hui, pour un journaliste qui est sous pression, menacé, c'est extrêmement important de savoir qu'il n'est pas seul. Donc il est important pour nous de rendre public nos actions qui sont menées. Sur la partie
par exemple numérique. Aujourd'hui, nous avons une action que nous menons qui s'appelle Collateral Freedom pour les sites qui sont bloqués dans certains États, et ça on le voit partout, hein, qu'on passe de l'Égypte aux Philippines, à la Birmanie, à l'Inde ou encore l'Algérie ou en Amérique du Sud. On opère on met en place un site miroir grâce à notre opération Collateral Freedom qui permet Si, de se si je vous, connecter. si je vous ai bien compris, cela veut dire que alors, les journalistes dont les sites Internet ont été fermés, par exemple, peuvent contacter RTL pour le déblocage de ces sites-là. C'est ça, exactement. Les journalistes concernés peuvent contacter Reporters sans frontières pour faire en sorte que leur site soit débloqué. L'opération Collateral Freedom, ça permet de contourner la censure de l'Internet grâce à un dispositif qui est fondé sur une technique qui s'appelle la technique du miroir. En fait, on duplique les sites censurés et on héberge des copies sur des serveurs internationaux qui appartiennent à des géants du web. Ça veut dire que le pays ne peut pas essayer de censurer un serveur international, sinon il couperait l'accès à tous les sites. Donc, en faisant Est-ce que cela concerne également des journalistes qui travaillent en Afrique et cela absolument, a un absolument. coût pour eux? Absolument, Reporters sans frontières débloque ces sites internet chaque année. On a fait beaucoup d'opérations en Russie, bien sûr, là, depuis que l'information y a été éradiquée dès le début du mois de mars. Donc ça, on le fait partout dans le monde et bien sûr, récemment, on l'a fait plus en Russie. Mais par exemple, la voix de Djibouti, qui a été bloquée, a son site miroir. Donc, on le fait effectivement dans la région. On le fait beaucoup en Asie aussi. Donc, il Est-ce faut… que cela a un coût pour les journalistes? non, ça n'a pas de coût pour le journaliste. Évidemment, on ne peut pas débloquer, on n'a pas les moyens de débloquer tous les sites, mais on a les moyens de débloquer certains sites. Donc, il faut se mettre en rapport avec Reporters sans frontières. Et le 12 mars, qui est la journée contre en tout cas qui est notre opération, la journée de notre opération Collateral Freedom, on lance une grande opération de déblocage de sites censurés pour éviter, pour contourner en fait la censure étatique. Donc ça fait partie des dispositifs qu'on met en place pour essayer de protéger les journalistes ou de leur redonner la parole. Ça fait partie aussi de ce qu'on essaye de faire de manière générale pour diversifier notre action. Nous avions par exemple l'an dernier, en 2021, lancé avec deux autres organisations, Free Press Unlimited et le Committee for Protection of Journalists, CPJ, on a lancé un tribunal des peuples, on a créé un tribunal chargé d'enquêter sur les meurtres de journalistes et de demander des comptes au gouvernement. C'était un tribunal qui était composé de juristes internationaux de premier plan, qui s'appuyaient sur des enquêtes et des analyses juridiques qui avaient été menées sur des cas spécifiques dans 3 pays. Mais ça a permis, même si c'était virtuel et même si c'était malheureusement des audiences qui n'ont pas eu lieu dans la réalité, même elles s'étaient fondées sur des cas, mais ça a permis de montrer qu'on peut interpeller un État, qu'on peut saisir la justice et qu'on peut demander à un État de rendre des comptes. Donc, il faut essayer d'utiliser tous les moyens qu'on a à notre disposition pour montrer aux journalistes qu'on est là, essayer de leur apporter une aide efficace. J'essaye de faire un panorama assez large, mais aujourd'hui, au moment où le conflit en Ukraine va célébrer malheureusement tristement sa première année, et ben, une des actions que nous avons menées, c'est par exemple de construire, de mettre en place des centres de la liberté de la presse dans 2 villes d'Ukraine, de façon à ce que des journalistes qui débarquaient, qui venaient couvrir sans grande connaissance, sans support technologique, sans matériel, parfois sans gilet pare-balles, sans casque, puissent trouver une aide dès leur arrivée. Donc, on a fait ça à Lviv, dans l'ouest du pays, puis à Kiev, et ces centres continuent de fonctionner pour les journalistes qui sont sur le terrain.
C'est une excellente initiative pour les journalistes. Nous sommes déjà dans la deuxième phase de cette session. Nous recevons pas mal de questions des confrères. On a actuellement 5 questions dans la boîte de discussion. Et sur Facebook, il y a une question qui vient de savoir que doit faire un journaliste en cas d'enlèvement. Après les alertes, le journaliste est enlevé. Est-ce qu'il y a des précautions et est-ce qu'il y a un comportement adopté lorsqu'on fait face à ces ravisseurs? Alors, j'ai pas la prétention de pouvoir donner ce type de conseils qui relève probablement de spécialistes de ces actions qui sont tout de même rares et assez violentes. Ce qui est certain, c'est que des journalistes qui se sentent menacés et qui m'écoutent aujourd'hui et qui nous écoutent doivent essayer d'alerter les organisations de défense de la liberté de la presse, les syndicats de la presse, avec de leurs pays respectifs, qu'ils essayent d'alerter. Et puis peut-être, s'ils ont une enquête, on le voit aujourd'hui, protéger leurs enquêtes ou la partager ou faire en sorte que leurs données restent accessibles, parce que ça fait partie des moyens que les journalistes ont aujourd'hui, protéger le contenu de leur enquête, partager les informations entre rédactions. Et ben, ça montre bien à ces assassins de journalistes et à tous ceux qui leur mettent la pression que de toute façon, ça ne sert plus à rien de tuer les informateurs, en tout cas les médias qui publie, parce que tout simplement, le messager, il a déjà transmis son message, partagé son message. Il est évident qu'en cas d'insécurité grandissante, quand on sent que la situation peut être critique, il faut s'adresser à des professionnels compétents dans le pays ou des organisations comme la nôtre. Parfois, Madame Adès-Mervel, on a l'impression que le gouvernement ou des pays où des actions sont commises contre les journalistes ne prennent pas des mesures assez audacieuses et courageuses pour freiner en fait ces attaques. Est-ce que il y a des mécanismes de prévention que vous pourriez peut-être conseiller, ou est-ce qu'il y a des mécanismes de prévention qui aideraient à stopper ces attaques qui se commettent contre les journalistes? Ben, les mécanismes de prévention, c'est malheureusement compliqué aujourd'hui, parce que un journaliste, par définition, il va essayer d'informer sur ce qui se passe dans sa région. Il va essayer de gratter sur, en tout cas, apporter une vérité. Si l'État est plutôt partisans de la chape de plomb et de la non-communication, bah, les journalistes vont déranger cet état. Donc, il peut y avoir une répression. Ce qui est sûr, c'est qu'on le voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour des journalistes indépendants, des pigistes, de travailler que des journalistes qui dépendent d'une rédaction, parce qu'il faut échanger, il faut ne pas rester seul par rapport à tout ce type de pression. Et ça, c'est valable partout, hein, que ce soit en Afrique ou en Asie, mais il faut essayer de partager avec d'autres journalistes d'investigation. Et on le voit d'ailleurs, notamment en Afrique, il y a des émergences récentes, il y a une émergence récente de coalition de journalistes d'investigation qui permettent des révélations et qui permettent d'être aussi plus visibles. Mais malheureusement, et c'est important de rappeler à tous les auditeurs de ce séminaire, Olivier Dubois, le journaliste français qui a été enlevé par un groupe Au armé au Mali, Mali. est toujours détenu. On espère, et on espère qu'il nous écoutera ou qu'il nous écoute, qu'il m'entend, et qu'il il sait à quel point Reporters sans frontières se démène pour lui, jour après jour, mois après mois, pour que sa détention cesse et qu'il puisse retrouver ses proches et être libéré. Mais
c'est extrêmement difficile parce que là, un journaliste d'investigation qui a une expertise sur une zone va plus difficilement, va continuer d'enquêter jusqu'à ce que malheureusement des difficultés comme celle-ci se produisent. Donc aujourd'hui, il y a des régions qui sont quasiment impraticables. Il y a une région du Sahel qui est qui est devenue extrêmement difficile. Hein. 2 journalistes avaient été tués au Burkina Faso en 2021, 2 journalistes espagnols. Olivier Dubois a été enlevé depuis bientôt 2 ans. C'est très compliqué de travailler dans cette région, dans les pays limitrophes du Mali, et c'est devenu très dangereux. Il y a une question qui va dans ce sens, une question d'un confrère qui participe à ce webinaire. Je lis assez rapidement. Cette récurrence des cas de violence sur les journalistes fait peur et amène à hésiter avant de se lancer sur certains sujets, des sujets qui touchent aux intérêts des hommes forts. Devons-nous arrêter de nous intéresser à ce sujet pour protéger notre intégrité? C'est la question du journaliste. Alors, c'est le sujet en question, je n'ai pas bien entendu. Oui, la question c'est de savoir est-ce que les journalistes, pour se préserver, pour se protéger, est-ce qu'ils devraient arrêter d'enquêter sur des sujets qui touchent des hommes en griffe fort? Qui touche, excusez-moi, à chaque fois ça coupe. Par exemple, voilà, la question c'est de savoir est-ce que les journalistes qui enquêtent sur des sujets sensibles, Oui. est-ce qu'ils devraient arrêter de le faire pour Alors, ne pas être victimes des actions? voilà, ça y est, je vous entends bien. C'est pas à Reporters sans frontières de dire aux journalistes ce qu'ils doivent faire. C'est pas à Reporters sans frontières de dire aux journalistes s'ils doivent aller sur un terrain de conflit qui s'avère dangereux. Bien sûr, on a des conseils à donner. Et c'est donc pas à Reporters sans frontières de dire à des journalistes s'ils doivent commencer à enquêter sur des sujets d'investigation qui peuvent les exposer. Nous, ce qu'on privilégie, on a un gros service assistance à Reporters sans frontières, c'est d'essayer toujours de mesurer de quel est le degré de dangerosité est-ce que on peut s'aventurer, enquêter, ou est-ce qu'on expose sa vie? Il est bien évident qu'il n'y a aucune enquête qui justifie, qui mérite qu'on puisse exposer son intégrité physique. Donc, ce n'est pas à notre organisation de s'exprimer là-dessus. Le bon sens, le discernement doit permettre à un journaliste de savoir s'il va trop loin, s'il prend un risque trop énorme. Bien sûr, on le sait, hein, on a ça dans le sang. Quand on est journaliste, on a envie d'aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ce n'est pas notre organisation de juger du degré d'insécurité, d'instabilité politique d'un État ou de pression contre les journalistes pour dire si oui ou non ils doivent y aller ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la zone du Sahel et le Mali en particulier est une région où il est extrêmement dangereux de travailler. Nous avons une autre question du journaliste Moussa du Mali. Bonjour. Pour contourner la censure, est-ce que cela concerne les noms de domaines locaux comme le .ml pour ceux qui sont au Mali? Ça peut concerner des sites d'information où qu'ils soient. Donc, ML pour le Mali, mais aussi d'autres sites dans des pays. Du moment qu'on a des éléments sur le site internet du média, on va pouvoir étudier, hein, ce sont des spécialistes de la sécurité numérique, ce sont des spécialistes du déblocage et du contournement de ces blocages qui vont regarder. On reçoit plusieurs demandes chaque année, mais elles peuvent toutes être étudiées. Donc, si un site est bloqué, du moment qu'il s'agit bien sûr, qu'il rentre dans le mandat de RSF et qu'il s'agit bien d'un site d'information, il peut absolument être étudié et Reporters sans frontières verra ce qui peut être fait pour continuer, pour permettre que l'information circule.
Madame Adès-Merveille, l'année 2022, vous l'avez rappelé, dans certains pays comme le Mexique a été la plus meurtrière pour les journalistes. Et on débute à peine cette année aussi avec ces informations et ces attaques que vous avez évoquées. Faut-il craindre le pire pour 2023? Alors, on n'a pas de boule de cristal. Il y a un conflit aux portes de l'Europe, c'est pas très bon. Nous, on ne sait pas ce qui va se passer. On se bat au quotidien, hein. On a Reporters sans frontières. On est vent debout contre les exactions. Bien sûr, la situation géopolitique mondiale fait que aujourd'hui, on a une vision assez pessimiste parce que il y a une guerre aux portes de l'Europe, il y a des pressions, des conflits qui rampant ailleurs. Il y a pas mal de démocraties qui n'ont plus que le nom de démocratie. Il y a beaucoup de journalistes qui sont derrière les barreaux. On a beaucoup parlé de l'Afrique, mais c'est vraiment important de signaler qu'aujourd'hui, c'est devenu ultra difficile et qu'il y a beaucoup de pression contre les journalistes. Mais je voudrais rappeler une chose, il y a aussi des bonnes nouvelles. Je pense que ça n'aura pas échappé à nos auditeurs que Maria Ressa, la journaliste Oui. philippine qui a fondé le site Rappler et qui est poursuivie sur plusieurs fronts aux Philippines, eh bien, a réussi à gagner. La Cour d'appel fiscale philippine l'a acquittée, c'est la prix Nobel de la paix, hein, Maria Ressa, d'évasion fiscale dans 4 des 7 affaires qui étaient initiées par le gouvernement. C'est une énorme victoire. Sinon, elle aurait été condamnée à 34 ans de prison et son site aurait payé une amende extrêmement conséquente. Donc, il y a des bonnes nouvelles. On a vu un journaliste du Monténégro la semaine dernière qui a été blanchi. Il avait passé 1 an et demi en prison pour des faits qu'il n'avait pas commis, qui étaient purement montés de toutes pièces. Et on a réussi à obtenir son acquittement. Donc, il faut essayer de se tourner vers ces bonnes nouvelles, essayer de penser qu'il y a des solutions, en tout cas qu'il y a des organisations, pas seulement Reporters sans frontières, mais d'autres, qui se battent pour obtenir des résultats. Merci surtout de rappeler ces bonnes nouvelles. On en a besoin dans le contexte actuel. Une autre question qui ne va pas forcément dans le sens de tout ce qu'on vient de dire, mais euh, c'est une question purement psychologique d'un confrère qui nous suit actuellement. Je lis la question. Elle porte sur la prise en charge psychologique des journalistes victimes de menaces des groupes armés terroristes au Burkina Faso. Euh, la question, c'est de savoir quelle prise en charge psychologique de RCF à ces journalistes-là qui, par exemple, dans le Burkina Faso, sont victimes des groupes armés. Alors, précisément au Burkina Faso, qui a une particularité, parce que c'est quand même un pays qui est une des réussites du continent africain, même si on l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'il y avait eu 2 journalistes espagnols qui avaient été tués. Ouais, Donc, on a vu le Burkina Faso était considéré jusqu'à récemment comme l'une des réussites du continent africain pour la liberté de la presse. Aujourd'hui, on voit une montée de l'insécurité, de l'instabilité politique qui est liée au putsch d'il y a 1 an, qui a renversé le président Kaboré. Et donc, effectivement, de nombreux journalistes sont exposés à des risques en matière de sécurité et d'accès à l'information. Aujourd'hui, il faut se tourner une fois encore vers les pairs des journalistes, c'est-à-dire les organisations qui peuvent faire en sorte que la profession de journaliste puisse exister. Il faut essayer de se serrer les coudes. Il faut essayer, dans un contexte, parce que le contexte burkinabé est un contexte précaire, hein, il y a peu de lectorat, peu de publicité, donc la crise sanitaire est passée par là en plus. Donc, il faut essayer
de se serrer les coudes aussi pour pouvoir publier de l'information. Je le disais, donc avec les deux assassinats, la situation s'est dégradée, mais il faut continuer de résister. Et pour ceux qui sont menacés, pour ceux qui sont violentés, notamment dans des manifestations, il faut se tourner vers les organisations, vers les syndicats de la presse, vers les collègues. Il ne faut pas rester seul, en tout cas, quand on a un journaliste et qu'on rencontre des difficultés. Et elles sont fréquentes là-bas. Pour le cas du journaliste rwandais, est-ce que RCF a également lancé des actions pour que cet acte ne reste pas impuni? Alors, pour le cas de ce journaliste au Rwanda, on savait qu'il avait des positions critiques envers le gouvernement Kagame. Donc, on a demandé aux autorités, en effet, d'ouvrir une enquête indépendante afin de faire toute la lumière, parce qu'il avait déjà été victime, le John Williams Nwali avait été victime d'un accident similaire auquel il avait survécu il y a une dizaine d'années. Donc, oui, on a espoir qu'une enquête indépendante, transparente sur sa mort va pouvoir être rendue possible. C'est nécessaire parce qu'on a besoin une fois de plus, de lutter contre l'impunité. Il était persécuté en raison de son travail, on le sait. On sait que les journalistes critiques du pouvoir ne sont pas les bienvenus. Donc, il faut, pour encourager ceux qui continuent de travailler, qu'il y ait des résultats, et on va être le caillou dans la chaussure auprès des autorités rwandaises pour faire en sorte qu'elles produisent et qu'elles laissent ouvrir une enquête indépendante et transparente sur la mort de ce journaliste. Nous sommes presque à la fin de cette session et c'est l'avant-dernière question. C'est une question encore d'un participant. Avez-vous des actions qui prennent en compte les journalistes qui ne sont pas connus à l'international et dont les cas ne font pas le buzz? Au quotidien, nous avons notre travail quotidien, c'est la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire tous les cas qu'on traite. Vous doutez évidemment qu'avec le type de mission que nous faisons, on ne rend pas public tout ce qu'on fait parce que parfois les journalistes, si en tout cas si on expose le fait qu'on travaille pour eux, avec eux et qu'on les protège, ça peut les exposer à des représailles. Donc oui, tous les journalistes plus inconnus les uns que les autres font partie de ceux qui nous occupent au quotidien à Reporters sans frontières. Une question d'une consoeur basée en RDC. Vous avez signifié que Martinez vous a alerté quelques jours avant. Alors, qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour éviter l'irréparable? Est-ce que c'est une alerte faite sur les réseaux sociaux, une alerte adressée à RCF? Alors, c'est pas une alerte qui a été adressée à RSF. On a vu ces sorties dans des médias puisque une écrivain célèbre a exposé en fait l'échange qu'elle avait eu avec lui. Donc, c'est pas auprès de nous, mais bien sûr, c'est un journaliste que notre bureau connaît, en tout cas le responsable de notre bureau en Afrique avec lequel il échangeait. Donc, on n'a pas eu vent de ces dernières pressions dans ces cas-là. Et donc, c'est le cas par exemple pour Paul Chouta qui est au Cameroun. Nous avons contacté ce journaliste parce que nous avions l'intention de demander une protection pour lui. Donc, on prend bien sûr la mesure de ce type de message quand ils se sentent sous pression, et on essaie de faire en sorte de trouver des solutions immédiates, et c'est tout simplement une protection policière, et c'est surtout alerter pour dire à l'État, attention, on sait qu'il y a une difficulté, donc il faut que vous soyez responsable de la sécurité, de l'intégrité physique de ce journaliste. Merci infiniment, Madame Adès Merveille, pour cette brillante session. Nous avons Merci à excédé vous. le temps qui était prévu et c'est toujours intéressant d'en parler. C'est un sujet d'actualité, mais avant de partir, j'ai une question assez personnelle pour vous. Comment vous vivez tout cela au quotidien, Madame Adès Merveille? Ces mauvaises nouvelles qui arrivent de toutes parts, comment vous les vivez?
Alors, c'est comme pour tous, hein, on a beaucoup d'empathie, on a un cœur, mais je pense que ce qui nous porte à Reporters sans frontières, c'est aussi nos réussites et le fait que on n'a pas le droit de laisser tomber parce qu'on porte ces journalistes et vous pouvez imaginer à quel point chaque victoire est une surdose d'énergie qui nous est communiquée à toute l'équipe. Donc, c'est une équipe qui est extrêmement solide. Donc, c'est comme ça qu'on tient. Merci. Et c'est la fin de cette session. Merci à tous les participantes qui nous ont suivis depuis le début, à toutes les personnes aussi qui ont suivi la retransmission en direct dans le groupe privé sur Facebook. Nous l'avons organisé cette session assez tôt. Alors, pour ceux d'entre vous qui l'auront raté, vous aurez le replay disponible sur le compte YouTube de notre réseau international des journalistes IGNET et aussi un récap qui sera publié en résumé des interventions de Madame Pauline Adès-Merveille qui sera aussi disponible sur le site du réseau international des journalistes. C'est sur ces mots que je vous souhaite une bonne fin de journée et merci encore Et à à vous. Madame Adès-Merveille pour votre disponibilité, pour votre participation, pour ces ressources que vous avez partagées avec les journalistes francophones du monde entier. Ils sont plus de 3000 dans notre groupe privé. Merci encore et nous avons quand même l'espoir de vous avoir pour une session à l'avenir. On ne sait pas à Plus heureuse, quand, mais j'espère. on sera ravis d'avoir encore RCF dans nos prochaines éditions. Merci infiniment et au revoir.